Je vais lire la synthèse d'un chapitre du livre de Larry Davidson sur le rétablissement, traduit par Eve Gardien, se rétablir de la maladie versus se rétablir dans la maladie. Les maladies mentales sont des troubles qui ont de multiples aspects et qui affectent plusieurs domaines à des degrés divers. Elles peuvent gêner ou empêcher la maîtrise sur sa propre vie, l'exercice d'un travail, l'autonomie dans la vie quotidienne, le ménage, les courses, les démarches administratives, rendre difficiles ou impossibles les relations sociales, amicales, amoureuses, les loisirs. Mais il arrive souvent que la maladie mentale n'envahisse pas la totalité de la vie. Certaines personnes trouvent un fonctionnement jugé comme normal dans certains domaines, tout en continuant à ressentir certains aspects de la vie de la maladie, par exemple travailler et entendre des voix. D'autres ne souffrent plus d'aucun symptôme, mais ont cependant du mal à établir des relations sociales. Pour de nombreuses personnes, la maladie mentale n'est donc pas un état permanent et totalement invalidant. Il y a des aspects et des périodes de la vie qui sont affectés et d'autres pas ou moins. C'est en ayant à l'idée cette grande variété de situations que l'on peut réfléchir à ce que signifie le concept de rétablissement. Dans l'une des acceptations du rétablissement, se rétablir d'une maladie mentale, ce ne serait plus ou presque plus en ressentir les symptômes. La maladie devient un état passé, ne posant plus d'obstacles à la poursuite de la vie, des envies, des aspirations. La personne retrouve un fonctionnement dit normal. Même les personnes ayant souffert d'un épisode de maladie mentale et s'étant complètement rétablies, réduction des symptômes et retour à un fonctionnement antérieur, peuvent encore avoir à se remettre de l'impact social de la maladie. De plus, la majorité des personnes qui se rétablissent ne le font pas dans ce schéma d'un rétablissement complet de la maladie, mais par un rétablissement partiel. Une autre approche, plus réaliste et plus riche socialement et politiquement, consiste à réfléchir à ce que peut être le rétablissement dans la maladie mentale. Cette vision n'exclut évidemment pas la recherche d'une diminution des symptômes, mais elle désigne le processus consistant à vivre sa vie, à poursuivre ses espoirs et ses aspirations personnelles avec dignité et autonomie, malgré la présence continue d'une maladie et le risque de rechute. Elle suppose par conséquent d'apprendre à vivre avec la maladie mentale et de travailler sur ses conséquences sociales. Dans cette optique, les personnes souffrant d'affections longue durée peuvent travailler à reprendre le contrôle sur leur vie et leur destin, tout en explorant les moyens de minimiser les effets destructeurs d'une affection durable. Cette approche, le rétablissement dans la maladie, a été portée par un mouvement social mené par des usagers de la psychiatrie pour qui beaucoup des obstacles au rétablissement ne proviennent pas de la maladie mentale en soi, mais de phénomènes tels que la stigmatisation et la discrimination. Dans cette optique, le mouvement du rétablissement est également un mouvement politique de défense des droits et préconise de ne pas se centrer uniquement sur les aspects cliniques du trouble. Bien entendu, les deux rétablissements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais peuvent coexister au sein du même individu. Il arrive toutefois que la gravité de la maladie assèche les ressources de la personne et rend ses efforts pour y faire face relativement inefficaces. Elle fait alors de son mieux pour survivre au jour le jour et est largement à la merci de la maladie. Cependant, pour une personne vivant avec une maladie mentale dont l'emprise se relâche de temps à autre, il ne suffit pas de mettre en œuvre par soi-même quelques actes de la vie quotidienne pour être en rétablissement. Son rétablissement est une voie dans laquelle elle doit s'engager activement. Pour les professionnels qui l'accompagnent, cela signifie que les soins orientés rétablissement doivent d'abord s'intéresser à ce défi, à la manière dont la personne comprend et gère sa situation, et en quoi le fait de relever ce défi du rétablissement permet d'ouvrir une voie plus efficace ou plus adaptée à la reconquête de sa vie, de ses efforts actuels. Plusieurs options s'offrent alors à eux. Stimuler et honorer toute velléité d'autodétermination, soutenir un usage optimal des capacités restantes, favoriser une vie gratifiante et ayant du sens aux yeux des personnes directement concernées. Pour résumer, trois formes de rétablissement. Larry Davidson distingue trois façons de percevoir ce processus qui ne s'excluent pas mutuellement. Il y a le rétablissement clinique, le retour à un état dit normal, la guérison médicale avec disparition des symptômes. Il y a le rétablissement fonctionnel, apprendre à vivre avec les symptômes ou les limites imposées par la maladie, tout en reprenant le contrôle sur sa vie. Puis le rétablissement social, politique, la capacité de la personne à se réintégrer dans la communauté, à avoir un logement, un travail et des relations sociales, indépendamment de la présence de symptômes. Voici ce que cela signifie concrètement. La maladie s'écrit comme un contexte et non pas comme une fin. Dans cette approche, la maladie psychique est traitée comme une condition chronique, comme le diabète, le cholestérol,
plutôt que comme une crise passagère dont on doit absolument sortir indemne. L'idée clé, on ne demande pas à la personne d'attendre la disparition complète des symptômes, voix, anxiété, hallucinations, etc., pour commencer à vivre. L'objectif, construire une vie satisfaisante et riche ou avec la, malgré ou avec la persistance de symptômes. Le refus de la vie, entre parenthèses, en attenant à un futur hypothétique radieux. Le modèle classique dit souvent, soignez-vous d'abord, nous verrons pour le travail ou le logement plus tard. Larry Davidson inverse cette logique. Attendre la guérison totale condamne souvent les personnes à une mort sociale. Isolement, perte de rôles sociaux, sentiment d'inutilité. Ainsi, la personne se définit par ses rôles. On encourage la personne à redevenir un voisin, un ami, un salarié, un citoyen ou un artiste tout de suite. Ces rôles sociaux servent de moteur au rétablissement, plutôt que d'en être la récompense finale. On entre dans un combat, une reconquête de l'identité, d'une identité plurielle, loin du seul paradigme sanitaire. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic lourd, elle a tendance à s'identifier totalement à sa pathologie. Je suis schizophrène, je suis TDAH, je suis border ou encore je suis intox. Mais se rétablir dans la maladie, c'est faire la distinction entre le soi et les symptômes, considérer la maladie comme une partie de son expérience, mais pas comme la totalité de son identité, passer d'une identité de patient passif à celle d'un auteur, acteur, euh, autrice, actrice de sa vie. Les piliers du processus, selon ces recherches, le rétablissement se repose sur des éléments fondamentaux. L'espoir, croire qu'un avenir est possible, l'identité, passer du statut de malade à celui de citoyen ou personne, l'autodétermination, reprendre le pouvoir d'agir et de décider pour sa propre vie, le soutien par les pairs, l'importance de l'entraide entre personnes ayant vécu des expériences similaires, peer support. De fait, ce changement de paradigme a dû un bouleversement de posture pour les soignants, mais pas seulement, les personnes concernées elles-mêmes, ainsi que l'ensemble du corps social et politique. Concernant spécifiquement les professionnels du soin, ils ne sont plus les experts qui dirigent, mais des partenaires, des accompagnateurs. L'accent est mis sur les forces et les compétences de la personne plutôt que sur ses déficits. L'évaluation capacitaire ex ante est mise de côté. Le soin au sens large doit favoriser l'inclusion sociale, politique et citoyenne réelle, plutôt que l'isolement dans des structures fermées ou dans un entre-soi composé de homoïoi cliniques, entre des égouts. Donc, nous avons établi un tableau à deux entrées, pour différencier les deux thématiques, se rétablir de la maladie. Donc, d'où l'objectif est la guérison clinique avec zéro symptôme. Le focus, c'est sur ce qui ne va pas, les déficits. La posture, le soignant dicte le traitement et les soins. La temporalité, on attend la fin de la maladie pour vivre sa vie. Versus le rétablissement dans la maladie. Objectif, qualité de vie et de sens. Focus, ce qui fonctionne, donc l'approche par les forces. La posture, la personne concernée dirige son projet de vie. Et la temporalité, elle est importante. On vit ici et maintenant avec ses limites, entre guillemets. Se rétablir dans la maladie, c'est accepter que la vulnérabilité, puisse faire partie du voyage, mais refuser qu'elle en soit la destination. C'est l'idée que la vie ne s'arrête pas au diagnostic. Il s'agit d'alphabétiser les professionnels, l'ensemble du corps social et politique et les personnes concernées, qui pour certaines, la maladie est une fatalité indépassable. En ce qui concerne le chez soi d'abord, nous affirmons que le logement est un droit et qu'il est un support du rétablissement. Cela redonne à la personne une place de sujet et non seulement de bénéficiaire. L'enjeu, en tant que professionnel de santé, n'est donc pas seulement de parler de rétablissement, mais de vérifier concrètement si nos pratiques augmentent ou diminuent le pouvoir d'agir de la ou du locataire. Un personnel soignant ayant une pratique orientée rétablissement devrait toujours pouvoir se poser cette question. Ma pratique permettait à la personne de devenir davantage actrice de sa vie. Ou est-ce que, sous couvert d'aide, je prends sa place? Dans cette perspective, les pratiques professionnelles ne doivent pas se limiter à la réduction des symptômes. Elles doivent aussi soutenir l'autodétermination, les capacités de la personne, ses projets et sa participation sociale. C'est dire que pour les professionnels de santé, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Larry Davidson emploie le terme de professionnel bien intentionné mais mal avisé. Nous souscrivons à cette affirmation.
Et nous prenons l'exemple dans l'exercice de notre travail en santé mentale, où parfois nous avons tendance à vouloir faire à la place du ou de l'allocataire, à penser ce qui est bon pour elle ou pour lui, notamment lorsque le matin nous sommes en brief. On parle des personnes concernées en leur absence. On essaie de retenir le risque chez elle ou chez lui, alors que la prise de risque permet le rétablissement, qu'il ou elle fasse ses expériences, ou il ou elle acquiert un savoir expérientiel. Savoir expérientiel qui activera le pouvoir d'agir et in fine le rétablissement. En ce qui me concerne en tant que travailleur pair, j'ai appris à vivre dans la maladie, avec mes comorbidités, menant une guerre invisible dont personne ne soupçonne l'intensité en me croisant dans la rue. C'est un quotidien fait de nuances, de défis et de résilience. Vivre dans la maladie est une expérience profondément singulière, une sorte de voyage non consenti, qui a redessiné les contours de mon existence, de mes pérégrinations, de mes choix. Le passage que nous avons eu la joie de commenter entre nous, de discuter, de controverser, j'ai pu y reconnaître au regard de ce versus les différents moments de mon chemin de Damas. Sortir de la maladie pour une vie comme avant, mais quelle avant, ou plutôt accepter, apprendre, dompter l'ici et maintenant. La première chose, c'est le poids du quotidien et d'un épuisement invisible. Gérer les symptômes, dans mon cas la polytoxicomanie et ses corollaires psychiques, le remaniement de la personnalité, me demande une énergie mentale colossale. Pratiquer le masking, passer une journée à faire semblant d'aller bien au travail, avec ou avec ses proches est épuisant. Sans compter les fluctuations, il y a des jours avec, où tout est possible, et des jours sans, où envoyer un courriel ressemble à l'ascension de l'Everest. Avant de vivre dans la maladie et ou mes symptômes, j'ai dû passer par différentes phases d'ailleurs poreuses, et qui reviennent parfois. Dans mes propos, il n'y a aucune linéarité. J'ai dû passer tout d'abord par le déni, l'apparition de la maladie, la crise, l'hospitalisation parfois. C'est le moment où l'ancien monde s'écroule, où le se sent défini uniquement par son diagnostic et ses comorbidités, en espérant bien sûr une guérison totale, plus de symptômes, ce qui induit une errance médicale souvent et une procrastination vide de sens. Puis est venu le temps de la prise de conscience. Je me suis dit, je suis malade et je ne suis pas ma maladie. Je veux redevenir le démiurge de ma vie. Mais par quel chemin? Vient alors l'étape de la reconstruction qui s'est insinuée dans mon existence petit à petit, avec apprendre à gérer les symptômes, trouver le ou les bons traitements, mais aussi et surtout rebâtir l'estime de soi, recréer des liens sociaux, rencontrer et partager avec des égaux. Puis, dans un monde idéal, vient la paix. J'ai intégré effectivement dans mes projets, mes temps de vie, ma vulnérabilité comme une facette de moi-même et non plus comme un obstacle insurmontable. Ce tableau, en tous les cas, ce schéma peut sembler idyllique, mais il est vivant, mouvant, fluctuant, où parfois le déni revient, se réinstalle, rien n'est acquis, tout est mouvement et temporalité. Au Chez Soi d'abord, nous abordons cette question du rétablissement avec comme paradigme le vivre dans la maladie, en devenant un expert de sa propre condition, apprendre à gérer son énergie, parfois limitée, comme une monnaie rare, prioriser ce qui compte vraiment et accepter que certaines journées soient perdues, sans culpabiliser, ou la réinvention, la sublimation, afin d'accéder, au possible font loi, où sa condition n'est plus vue ou perçue comme un handicap, mais parfois comme un allié novateur. Bien que personne ne choisisse ce chemin, vivre dans la maladie apporte pour ma part et dans mon accompagnement auprès des personnes au quotidien une nouvelle perspective sur la vie. On ne mesure pas la force d'une personne à sa capacité à ne jamais tomber, mais à sa manière de s'ajuster, à sa nouvelle posture une fois au sol. Apprécier les moments, de répit et des petits bonheurs, avec une sensibilité accrue à la fragilité des autres et la résilience permettant de découvrir des ressources insoupçonnées pour faire face à l'adversité. Pour résumer, je fais mienne la sagesse stoïcienne. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Il me semble que cette citation illustre parfaitement ce chapitre. Je vais dire mon témoignage. Le Chez Soi d'abord jeune Dijon m'a accompagnée alors que j'étais à l'apogée de mon mal-être. La notion de guérir avec et pas de la maladie résonne en moi car j'ai expérimenté plusieurs stratégies de soins. Je me suis fait hospitaliser en service fermé de psychiatrie de l'adolescence de mes 14 à 16 ans. On m'a diagnostiqué un trouble borderline à mes 16 ans.
Alors que adolescente, on cherchait à tout prix à me médicamenter et faire taire mes symptômes, je sais maintenant à 21 ans gérer mon trouble sans médicaments. À ma majorité, sortie du circuit de l'aide sociale à l'enfance, j'ai été mise en lien avec un chez-soi d'abord. Je m'appuie sur les écrits de Larry Davidson pour affirmer qu'avoir un toit sur ma tête avant d'être stabilisé a aidé à actionner mon processus de rétablissement. Un chez-soi d'abord m'a toujours traité et perçu comme une personne et non un cas, une pathologie. J'ai senti que j'avais le pouvoir d'agir, que nous suivons mon rythme. Pour une personne concernée, cela fait la différence. Puis, je suis tombée enceinte. Devenir mère a été décisif pour que j'apprenne à gérer mes symptômes. Les professionnels de santé autour de moi grimaçaient quand ils découvraient que j'avais un trouble borderline. Sans me connaître, ils projetaient déjà que je serais une mère défaillante. Je suis fière aujourd'hui d'attester que mon fils de 2 ans va très bien et que je vais très bien également. J'apprends à composer avec mes hauts et mes bas. Chaque chute me permet d'analyser mon trouble, d'enrichir mes connaissances et d'anticiper la prochaine baisse d'humeur. Je mets des choses en place pour que mon trouble nous affecte le moins possible sans pour autant l'ignorer. Voici comment je vis avec mon trouble. Je connais mon trouble et ses symptômes. J'accepte les hauts et les bas. Je perçois en moi une force, une résilience qui me rendent fière de moi. Je ne culpabilise pas. J'utilise mes connaissances pour évoluer et transmettre aux autres ce que j'ai appris. J'ai conscience aussi que mon trouble ne me définit pas.